Certaines nations se querellent comme des voisins bruyants. La France murmure contre l'Angleterre, l'Amérique s'impatiente de la France. Mais la Patagonie est un cas plus étrange. Ici, l'Argentine et le Chili se disputent des frontières que la Terre elle-même ne reconnaît pas. Entre leurs territoires discordants, les distances s'étirent à perte de vue. On peut y parcourir 300 km sans croiser âme qui vive. Seul le vent, la terre aride et un horizon qui dévore tout. Sur une carte, la Patagonie n'est qu'un simple pan de terre à l'extrémité de l'Amérique du Sud. Dans la réalité, elle se fracture en un chaos de montagnes taillées par les glaciers, de golfes creusés par la montée des eaux et de plateaux étirés par des vents infinis. Au nord, la région des lacs, partagée entre l'Argentine et le Chili. La ville de Bariloche s'est développée le long du lac Nahuel Huapi, lors d'une vague de colonisation européenne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le front de lac fut le premier à naître, suivi par des quartiers qui s'étendaient vers les pentes boisées en arrière-plan. Les montagnes se dressent en longues crêtes et les vallées conservent l'orientation même qui a façonné le bassin. L'architecture, inspirée des villages d'Europe centrale, reste concentrée dans le quartier historique, où hôtels, boutiques et bâtiments administratifs suivent le tracé originel des rues. Le lac Nahuel Huapi remplit une vaste dépression glaciaire, alimentée par les torrents des hauts sommets. Ses bras s'étirent vers plusieurs cols andins, empruntés lors des premières expéditions cartographiques au tournant du XXe siècle. Des parois abruptes délimitent les bords du bassin, tandis que de longues terrasses se dessinent le long de ses bras. L'afflux des vallées supérieures nuance en permanence la couleur de ses eaux. Au nord du bassin principal, Villa La Angostura repose sur une étroite péninsule de forêts denses. Autrefois, de petites criques permettaient aux exploitants forestiers de charger et de transporter le bois coupé, bien avant la construction des routes modernes. Plus tard, des zones résidentielles ont germé autour de ces points d'accès, occupant les rares clairières entre les massifs d'arbres indigènes. Mais cette beauté paisible n'était qu'un sursis. En 2011, le volcan Puyehue est entré en éruption, recouvrant la ville entière d'une épaisse couche de cendres. Depuis, l'expansion s'est poursuivie le long des mêmes corridors naturels qui définissent la péninsule. Le corridor des 7 lacs suit un chapelet de bassins glaciaires disposés le long d'un étroit système de vallées. Chaque lac révèle une nuance de bleu différente selon sa profondeur et ses sédiments. La route serpente à travers des forêts denses, des parois rocheuses exposées et des vallées encaissées, offrant une lecture claire de la manière dont chaque bassin occupe son propre terrain. De l'autre côté des Andes, au Chili, Puerto Varas s'étend sur une pente surplombant le lac Llanquihue. Les maisons en bois de la ville témoignent de la colonisation allemande du milieu du XIXe siècle, lorsque d'intenses efforts de peuplement ont remodelé la rive sud du lac. Depuis des rues, le regard porte directement sur la chaîne volcanique, de l'autre côté de l'eau. Un rappel constant que sous la fine pellicule de l'histoire, la Terre conserve une mémoire et une puissance qui dépassent de loin les ambitions des hommes. Depuis des temps immémoriaux, le lac Llanquihue sert d'encre géographique aux communautés qui l'entourent. Des villages se sont formés le long de ses rives accessibles, là où les premiers quais et sites de pêche furent établis. Les vastes étendues du lac offrent des vues imprenables sur les montagnes voisines, des points d'observation d'où les témoins du XIXe siècle ont consigné l'activité volcanique. Le volcan Osorno se dresse tel un cône à la symétrie parfaite, dominant les contreforts qui l'enserrent. Une neige quasi éternelle coiffe ses pentes supérieures, traçant une frontière immuable entre la blancheur du sommet et la roche volcanique sombre en contrebas. Plus bas, de larges surfaces nues, façonnées par d'anciennes coulées, révèlent des crêtes et des canaux qui dévalent la pente en ligne directe. Près du cône, la végétation s'efface, laissant place à des champs de pierre à ciel ouvert. Non loin de là, le lac Todos los Santos repose dans un écrin profond, au pied de plusieurs sommets andins. Les eaux qui descendent des bassins supérieurs lui confèrent sa teinte émeraude si caractéristique. Son rivage est étroit, bordé d'abruptes murailles forestières qui s'élèvent à pic depuis la surface. Une végétation dense recouvre la quasi-totalité de ses pentes, ne laissant que de rares trouées où des terrasses naturelles rejoignent le lac. Souvent, les nuages s'accrochent bas sur les crêtes, dérobant le littoral au regard.
En progressant vers l'ouest, le climat se charge d'humidité. Le paysage se soumet peu à peu à l'influence de la côte. C'est l'île de Chiloé, sur le littoral sud du Chili. Loin du continent, s'ouvre un monde régi par la brume et les marées. Castro, la plus grande et la plus ancienne ville de l'île, déploie son centre sur une série de terrasses qui descendent vers la baie. Ici, bateaux de pêche et navires de transport animent les eaux tout au long du jour. Le tourisme est devenu le cœur de l'économie et la plupart des services se concentrent le long du front de mer. Sur les bords de certaines anses, les palafitos, maisons sur pilotis, défient l'océan. Leurs piliers de bois plantés dans la vasière se dévoilent entièrement à marée basse. Ces demeures bordent des criques peu profondes, formant d'étroits corridors entre l'eau et les terres qui s'élèvent derrière elles. Partout sur l'île, des églises en bois, construites à partir des essences locales, occupent une place centrale au sein des villages historiques. Chacune présente de subtiles variations, fruits des savoir-faire locaux et des matériaux disponibles. Certaines conservent des éléments datant du XIXe siècle, et leur répartition suit le tracé des premières communautés qui ont peuplé l'archipel. Le paysage de Chiloé est une succession de crêtes basses, de profondes vallées fluviales et de forêts tempérées denses. Des cours d'eau descendent des collines intérieures vers des baies abritées, formant de petites plaines inondables et de modestes deltas. Ici, plus qu'ailleurs, l'existence humaine ne s'oppose pas à la nature, elle compose avec elle. Chaque planche de bois, chaque pilotis battu par les flots raconte une histoire de patience et d'appartenance, un dialogue silencieux entre la terre, la mer et l'homme. Le relief s'élève abruptement depuis la côte, créant de courtes distances entre les pentes boisées, les zones humides et les eaux libres. La pêche et l'aquaculture façonnent le rythme quotidien de l'île. Aux premières lueurs, de petites embarcations quittent les criques pour exploiter les fonds locaux, à la recherche de merlus, de coquillages côtiers et d'algues. Le long des chenaux plus larges, des fermes de moules et de saumons occupent des sections d'eau, marquées par des lignes de plateformes et de bouées. Leurs récoltes convergent vers des points de traitement situés près des baies principales. Les marées régissent le mouvement à travers les villages. Le niveau de l'eau varie considérablement au fil de la journée, exposant les vasières, les poteaux d'ancrage et les structures inférieures des palafitos. À marée basse, les bateaux reposent sur le sédiment. À marée haute, ces mêmes zones deviennent entièrement navigables, permettant aux résidents de se déplacer entre les criques et de transporter des marchandises. Ces cycles déterminent le temps alloué aux travaux de réparation, aux opérations de chargement et de déchargement et aux courtes traversées maritimes. Plus au sud, en Patagonie chilienne, s'étend le lac Général Carrera, connu en langue tehuelche sous le nom de Chelenco, un nom qui se traduit par « eau turbulente ». C'est le plus grand lac du Chili et le deuxième plus grand d'Amérique du Sud. Des vents violents traversent souvent le bassin et produisent des vagues d'une taille et d'un rythme similaires à celles que l'on trouve le long des côtes océaniques. Sous la lumière directe, l'eau révèle une couleur turquoise, née de fins sédiments glaciaires en suspension. Sur une partie de ces rives, d'épaisses couches de marbre s'élèvent depuis le lac. Ces roches, datant d'environ 300 millions d'années, prirent forme à la fin du Paléozoïque. Après la dernière période glaciaire, il y a environ 15 000 ans, les eaux de fonte et l'action des vagues ont élargi les fractures existantes dans le marbre, formant un réseau de cavités et de passages étroits. Les surfaces visibles révèlent des bandes de blanc, de gris et parfois de bleu ou de rose, selon les variations de la densité minérale. À l'intérieur des formations, près de la ligne de flottaison, la lumière du soleil filtrant à travers le lac pare les parois inférieures de teinte verte ou bleutée. Au-dessus de l'eau, les sections supérieures conservent les tons originels du marbre. Chaque angle de vue révèle une nouvelle palette de couleurs le long des parois. Les pentes abruptes et les marges rocheuses dessinent les limites de cet ancien bassin glaciaire. Une végétation basse apparaît en parcelles éparses le long du rivage, tandis que les eaux libres emplissent le cœur du lac. Après avoir quitté la zone insulaire de Chiloé, la route rejoint la Carretera Austral, une voie de 1200 km construite pour relier les paysages autrefois isolés de la région d'Aysén. Ce n'est pas une autoroute conventionnelle. Une grande partie de sa surface reste en gravier,
épousant les contours naturels des fjords, des vallées boisées et des bassins glaciaires qui n'avaient aucune connexion terrestre continue jusqu'à la fin du XXe siècle. Ici, la route n'est pas une conquête, mais un fil ténu tendu à travers l'immensité, un dialogue fragile entre la volonté humaine et une nature qui, à chaque virage, rappelle sa souveraineté. La section nord s'enfonce dans une forêt pluviale tempérée et humide, dominée par le coigu et le manio. Des parois de granit se dressent au ras de la route, et des nuages bas viennent fréquemment voiler la canopée, estompant l'horizon. À de longs intervalles, de petites communautés apparaissent, accrochées à des terrasses plates le long des fjords. Chaque village est une enclave, séparée du suivant par des traversées en ferry qui relient un littoral fragmenté. L'espacement même de ces traversées témoigne de l'isolement d'antan, révélant à quel point les voies terrestres étaient rares avant l'achèvement de cette route. Plus à l'intérieur des terres, la route s'engage dans des vallées façonnées par les glaces d'autrefois. Ici, la forêt cède la place à de plus vastes étendues. De longs lacs turquoises remplissent les dépressions entre les crêtes, leur couleur étant un héritage des eaux chargées de sédiments descendant des bassins supérieurs. Près du point médian du parcours, Puyuhuapi se niche au creux d'un fjord étroit. Fondée dans les années 1930 par des familles d'immigrants, la colonie conserve son agencement linéaire le long du rivage, avec ses maisons et ses ateliers de bois tournés vers l'eau. Au sud de la ville, le relief se fait plus abrupt. La route grimpe sur des versants entaillés de cascades qui dévalent de hautes falaises. La végétation s'épaissit, gorgée par des pluies de plus en plus fréquentes. Un tronçon de la route atteint enfin le bassin drainé par le Rio Baquer, le fleuve le plus puissant du Chili par son débit. Ses eaux naissent des lacs Général Carrera et Bertrand, tirant leur couleur turquoise intense des fines particules glaciaires en suspension. Le fleuve s'écoule vivement à travers une large vallée, bordée de pentes boisées et de longs bancs de gravier sculptés par le flux saisonnier. Plusieurs affluents rejoignent le Baker dans sa course vers le Pacifique. Au confluent avec le Rio Nef, deux aquarelles distinctes se rencontrent, le chenal turquoise du Baker et les eaux laiteuses et opaques du Nef, nourries par la fonte d'un glacier actif. Des ponts de bois et des ponts suspendus enjambent les sections les plus étroites du fleuve, reliant les hameaux le long de la carretera australe. Ces traversées offrent des vues imprenables sur les crêtes environnantes, le lit large du fleuve et la largeur changeante du chenal à l'approche des vallées inférieures. La végétation des rives alterne entre une forêt dense et sempervirente et d'étroites barres de gravier qui se découvrent lorsque le niveau de l'eau baisse. Alors que la route poursuit sa course vers le sud, la vallée se resserre de nouveau, menant aux montagnes qui abritent le glacier suspendu de Kela. L'entrée du parc national de Kela. L'humidité augmente progressivement. La forêt forme une canopée dense sur les pentes inférieures. Des bandes de nuages s'enroulent autour des plus hautes crêtes, masquant par instants des pans entiers de la montagne. Le son de l'eau est omniprésent, né des torrents qui dévalent le relief escarpé. Là-haut, le glacier suspendu repose sur un large plateau de glace, au-dessus d'une paroi rocheuse verticale. Ici, la route n'est plus qu'un fil ténu, une ambition humaine face à l'immensité géologique. Le glacier, sentinelle de glace, est le témoin silencieux d'un temps qui nous dépasse, un rappel de la puissance brute qui a sculpté ce monde et qui, inlassablement, continue de le façonner. Une masse imposante de glace compactée recouvre le plateau supérieur. De ses flancs, l'eau de fonte s'échappe par de multiples ouvertures le long de sa bordure. La sortie principale forme une longue cascade, plongeant directement dans le lac qui repose au creux du cirque glaciaire. Depuis la hauteur de la chute, le regard porte loin, sur des points distincts de l'autre côté de la vallée. En contrebas, le lac arbore une teinte verte et sourde, une couleur née des particules minérales en suspension, arrachées à la roche par les eaux. Sa surface, entre les assauts du vent, demeure d'un calme presque parfait. Des sentiers sinueux épousent les contours naturels au-dessus du bassin. Plus bas, les essences de cannello et de tapou recouvrent les pentes, formant des massifs denses dans l'humidité de la vallée. En altitude, la végétation se raréfie,
ne laissant bientôt place qu'à la roche et à la neige saisonnière qui s'accrochent aux corniches supérieures. Plus loin, la vallée s'élargit de nouveau. La route poursuit son chemin vers le sud, vers la Carretera Austral, le domaine de granit, aux confins de la Patagonie argentine et chilienne. Ici, niché dans une cuvette, se trouve El Chaltén, un village encadré par des vallées sculptées par le recul répété des glaciers. Le village marque la frontière où la steppe infinie cède la place aux pentes boisées, aux premières lignes de crête des Andes orientales. Les sentiers quittent les abords de la ville, suivant les courbes naturelles vers les hauteurs. Depuis ces portes d'entrée, les pics de granit se révèlent les uns après les autres. Le mont Fitzroy se dresse au fond d'une de ces vallées, émergeant d'un groupe d'arêtes acérées. Il est né d'un granit dur, poussé vers le ciel par une activité tectonique ancienne. Ses faces sont des murs verticaux, des arêtes étroites qui trahissent l'alignement des lignes de fracture au cœur de la formation. La lumière, selon l'heure, frappe chaque face sous un angle différent, illuminant les crêtes en une lente procession. Les flèches environnantes s'élèvent du même massif, révélant des couloirs étroits et des vires abruptes, visibles depuis les points de vue inférieurs. À l'ouest du Fitzroy, le Cerro Torre s'élance, une tour de granit à l'inclinaison vertigineuse. Le pic est relié à une courte chaîne de flèches secondaires, toutes alignées sur la même crête. Un glacier compact occupe le bassin à son pied, alimentant un petit lac souvent parsemé de fragments de glace. L'exposition au vent implacable recouvre sa section supérieure de fines couches de givre, conférant au sommet une teinte plus claire que ses parois inférieures. Son profil escarpé et sa forme isolée font du Cerro Torre un repère majeur dans la région d'El Chaltén. Au sud de ces vallées, le paysage se métamorphose pour donner naissance aux tours du Pen. 3 tours majeures s'élèvent en colonnes verticales abruptes au-dessus de couches sédimentaires plus sombres. Une frontière nette marque le contact entre les deux types de roches. À leurs pieds, des bassins peu profonds occupent le sol, des lacs emplissant les dépressions. Leurs surfaces réagissent instantanément à la force du vent, créant de brèves variations de texture. Ici, la roche raconte le temps long, l'eau sculpte l'instant, et le vent murmure l'impermanence de toute chose. Un dialogue éternel entre la force et la fragilité, gravé dans la pierre à l'extrémité du monde. En altitude, les tours s'évasent en direction de leurs fondations, tandis que les falaises supérieures se fragmentent en une myriade de piliers et de corniches. Selon l'angle d'observation dans la vallée, certains piliers s'alignent en une perspective parfaite, alors que d'autres demeurent dissimulés derrière les parois maîtresses. Sur les crêtes adjacentes se dressent les formations connues sous le nom de Cuernos del Paine. Ici, de sombres couches sédimentaires composent la masse inférieure, couronnées par la roche intrusive plus claire des sections supérieures. Une fine bande horizontale marque la zone de contact entre les deux unités rocheuses, une cicatrice minérale qui traverse chaque corne sur toute sa longueur. De vastes plateaux et des hauteurs accidentées s'étendent autour des Cuernos, tandis que des bassins ouverts occupent les zones les plus basses entre les pics. Au sud, un enchaînement de vallées connectées forme l'ossature centrale de Torres del Paine. La vallée des Français s'élève entre 2 lignes de crêtes pour s'achever dans un cirque de granit fracturé. Des fragments de roches jonchent des pans entiers du fond de la vallée, et les parois environnantes révèlent des joints verticaux et horizontaux d'une rectitude saisissante. À l'est, le lac Nordenskjöld occupe un long bassin aligné sur la vallée dominante. Son rivage est une succession de terrasses de gravier sculptées par les glaces d'antan. L'eau y conserve une teinte bleu-vert immuable, dessinant une frontière naturelle entre la steppe à perte de vue et les premiers contreforts du massif. Plus loin à l'ouest, le lac Péoé repose directement au pied des tours principales. Par endroits, des plateaux peu profonds longent le rivage, avant que le bassin ne plonge vers de plus grandes profondeurs. Par temps calme, l'eau demeure si limpide qu'elle révèle ses structures littorales. Ces vallées et ces lacs interconnectés constituent le lien naturel vers les bassins supérieurs, là où naissent les grands glaciers. Patagonie australe, Argentine et Chili. Au-delà des hauts sommets, le terrain s'élève vers les champs de glace qui alimentent les plus grands glaciers de la région. Depuis les hauteurs, le Perito Moreno s'étire sur toute la largeur de la vallée,
avant de se jeter dans le lac Argentino. Son front s'étend sur plus de 5 km, se dressant abruptement au-dessus des eaux. Des bandes parcourent la paroi de glace, distinguant les anciennes couches compactes des apports plus récents. Des fractures se développent le long de ces strates et s'étendent à intervalles irréguliers, tandis que des fissures plus petites se ramifient vers l'extérieur. Au Perito Moreno, le vélage est un spectacle permanent. Les fractures s'élargissent jusqu'à ce que des pans entiers du mur se détachent, sans le moindre avertissement. Lorsqu'un bloc s'effondre, il plonge dans le lac, produisant un impact sec et prolongé dont l'écho se propage à travers toute la vallée. L'éclaboussure s'élève plus haut que le front de glace et des vagues se déploient jusqu'à atteindre les rives opposées. Sur les flancs, de profondes crevasses et d'étroites arêtes trahissent la direction du lent et puissant mouvement de la glace. Ici, la roche et la glace racontent une histoire qui dépasse l'entendement humain, une chorégraphie de création et de destruction, où chaque fracture dans la pierre, chaque effondrement de glace est une syllabe dans le langage éternel de la Terre, un rappel de notre place éphémère face à la puissance implacable du temps géologique. Par endroits, la glace porte les cicatrices d'impacts violents, des fractures figées dans le temps. Certaines sections révèlent une densité d'un bleu profond, presque surnaturel, tandis que des strates plus sombres trahissent la présence de matériaux anciens, prisonniers des âges. Au travers des Andes, dans le parc de Torres del Paine, le glacier Gray s'écoule le long d'une immense vallée pour venir mourir dans les eaux du lac qui porte son nom. De colossaux icebergs se détachent du front glaciaire, entamant une lente dérive le long du chenal central. Leurs formes sont infinies et les fragments les plus denses arborent cette concentration de bleu, signature de la glace la plus pure. Poussés par le vent et les courants, ils échouent sur les différentes rives du lac, monument éphémère d'une puissance ancestrale. Ici, le front de vélage se situe loin du rivage. Les masses de glace qui se séparent de la paroi dérivent longuement, témoins visibles de l'interaction complexe entre le glacier, les courants du bassin et les variations de sa profondeur. Plus au nord, d'autres langues glaciaires descendent à travers les hauts plateaux et des cols étroits. Les régions supérieures ne sont que neige compactée, se métamorphosant lentement en glace sous son propre poids. Là-haut, les vents incessants sculptent la surface exposée, créant un relief irrégulier, façonné par l'alternance des saisons et l'accumulation des neiges. Depuis des crêtes élevées, chaque branche du glacier se dessine, s'étirant dans sa propre vallée. Plus bas, elles s'élargissent en terrasses qui plongent vers le plancher de la vallée. Puis lorsque les contreforts andins s'adoucissent, le paysage se transforme. Le monde de glace cède la place à la steppe de Patagonie. Un plateau ouvert, défini par un sol aride, une végétation clairsemée et de vastes étendues de terre nue. La surface est une mosaïque de graminées pâles et d'arbustes épars, où de longues étendues plates courent entre des crêtes basses. Les chutes de neige y sont fréquentes, et le gel persiste une grande partie de l'année, lorsque la température chute aux alentours de -3 degrés Celsius. Des troupeaux de guanacos parcourent ce terrain à découvert, maintenant un mouvement constant entre les vallées peu profondes. Non loin, les nandous de Darwin traversent les prairies en groupes dispersés, cherchant refuge dans les couverts végétaux plus denses. Les renards de Patagonie et les tatous occupent des territoires distincts, leur routine dictée par la disponibilité de la nourriture et des abris. L'activité humaine, l'élevage de moutons et les opérations pétrolières n'apparaît que par zones définies, des poches concentrées au sein de cette immensité. Les changements saisonniers influencent la couleur et la densité de la végétation, mais la distribution générale à travers le plateau demeure immuable. Dans ce face-à-face entre la force brute du glacier et la patience infinie de la steppe se joue une symphonie du temps. D'un côté, le mouvement, la fracture, une transformation visible à l'échelle d'une vie. De l'autre, une endurance stoïque, une terre qui absorbe les extrêmes sans jamais tout à fait céder. C'est le dialogue silencieux de la planète avec elle-même, un récit écrit dans la glace et la poussière. Les saisons modulent la densité et la couleur de la végétation, mais sa distribution générale sur le plateau demeure immuable. Durant les mois les plus froids, des plaques de neige s'accumulent au creux de légères dépressions, soulignant une topographie discrète qui s'étire vers l'intérieur des terres. Là, le plateau se fracture,
se déchire en un labyrinthe de falaises. Au sud des grandes vallées glaciaires, le terrain s'ouvre sur les canyons du Rio Pinturas. Un sentier de près d'1,5 km longe le bord de la gorge, menant à une série d'abris sous roches et à une grotte peu profonde, la Cueva de las Manos, la grotte des mains. Les parois de cet abri renferment l'un des plus anciens arts rupestres documentés en Amérique du Sud. La plupart des images sont des mains en négatif, créées en pulvérisant du pigment autour de paumes pressées contre la roche. Leurs contours, de tailles et d'agencements variés, forment des groupes denses sur plusieurs pans de murs. Ils ont laissé bien plus que des empreintes. Ils ont peint leur monde. Des troupeaux de guanacos en pleine course, des scènes de chasse. Dans ce vide infini, des peuples se sont rassemblés, ont rêvé et ont laissé un écho qui traverse 9000 ans d'histoire. Les pigments conservent leur éclat, protégés par l'aridité du canyon et l'avancée de la roche. Sur plusieurs panneaux, des pochoirs plus récents ont été superposés aux plus anciens, formant des palimpsestes qui témoignent du passage des générations. Au-delà de l'abri, les Vigognes parcourent les crêtes basses. Leur territoire épouse les plateaux ouverts qui s'étendent au cœur de cette Patagonie sauvage. La terre descend des plateaux intérieurs vers l'Atlantique, à la rencontre d'une série de golfs et de criques où les espèces marines se rassemblent au gré de cycles saisonniers prévisibles. La péninsule Valdés s'avance dans l'océan, une plateforme de steppes arides bordée de baies abritées. Durant la saison de reproduction, les baleines franches australes convergent vers ces eaux protégées. Elles y trouvent le calme nécessaire pour le repos, l'accouplement et l'élevage des baleineaux. Leur présence saisonnière s'est intensifiée depuis le déclin de la chasse commerciale au cours du XXe siècle. Chaque individu est souvent identifiable grâce au dessin unique de ses callosités, une signature qui demeure stable tout au long de sa vie. Au nord de la péninsule, Punta Norte révèle une autre facette de cette côte. Le littoral est une succession de plages de galets et de plateformes rocheuses en pente douce. C'est un décor qui crée les conditions d'une stratégie de chasse spectaculaire. Ici, les orques approchent à des niveaux de marée très précis. Leur activité est parfaitement synchronisée avec la présence saisonnière des jeunes otaries à crinière, rassemblés en haut de la plage. Lorsque la marée haute submerge la plateforme, elle ouvre une voie précaire aux prédateurs. Les orques peuvent alors s'aventurer dans les eaux peu profondes. Dans ce théâtre naturel, la vie et la mort se jouent à quelques centimètres du rivage. Un cycle implacable dicté par la lune et le sang. Des mains peintes sur la roche aux stratégies des grands prédateurs marins, la Patagonie murmure la même histoire, celle d'une mémoire ancestrale, gravée dans la pierre et inscrite dans l'instinct. Elle progresse vers le ressac selon un angle contrôlé, utilisant l'élan des vagues pour atteindre la zone où se concentrent les jeunes otaries. Ce comportement se manifeste par courts intervalles, dictés par la hauteur de la marée, la force des vagues et la répartition des animaux le long du rivage. La géométrie de la plage, combinée au cycle régulier des marées, fait de Punta Norte l'un des rares endroits où cette interaction peut être observée avec une telle clarté sur la côte atlantique. Plus au sud, sur l'Isla Magdalena, s'étend l'une des plus vastes colonies de manchots de Magellan de la région. Tout au long du jour, les adultes se déplacent entre les terriers et le littoral, suivant des itinéraires immuables tracés dans le sol meuble. Les nids se concentrent le long des petites élévations et des plaines ouvertes, là où la terre offre une stabilité suffisante. Près de la plage, l'activité s'intensifie. Les oiseaux se rassemblent en petits groupes avant de s'aventurer dans l'eau. Goélands et cormorans occupent les zones adjacentes, partageant les mêmes points d'accès au chenal. À courte distance de ces eaux, une autre colonie occupe les plaines de la Bahia Inútil. Elle appartient à une espèce rarement observée dans cette partie de la Terre de Feu. Un fjord à l'ouest de l'île abrite l'un des sanctuaires les plus précieux de la région, une colonie stable de manchots royaux. C'est l'unique colonie permanente de l'île, établie sur une bande côtière plate, ceinte de dunes basses et de vasières. Le manchot royal est la deuxième plus grande espèce de manchot. Sa posture droite et sa coloration distinctive le long du cou et du haut de la poitrine, avec des marques orange et jaune visibles de loin à travers le fjord, le distingue nettement du manchot de Magellan. La colonie niche sur une parcelle de sol compactée, où les individus se rassemblent en groupes denses pendant la saison de reproduction.
La reproduction se déroule au sein d'un territoire défini. L'œuf est porté sur les pattes des adultes, protégé sous un repli de peau. Ce processus dure plusieurs semaines, durant lesquelles les oiseaux alternent entre les expéditions de nourrissage et l'incubation. Les poussins, reconnaissables à leur plumage brun, se regroupent près du centre de la colonie. L'activité à terre suit un schéma constant. Les adultes suivent des chemins établis vers l'eau, tandis que les autres se reposent en petits groupes. Grâce au vent et au terrain découvert, la zone de nidification reste dégagée, offrant une visibilité parfaite sur l'ensemble du site. Au-delà de cette portion de littoral, les fjords convergent vers le passage principal du détroit de Magellan. Le littoral se rétrécit, là où le continent rencontre l'archipel du Sud. C'est la fin du monde, la terre de feu, là où la terre et l'océan se livrent à leur dernier face-à-face. Entre la terre et les îles, le détroit de Magellan sculpte un passage, une voie maritime redoutée depuis le XVIe siècle. Ses chenaux étroits, ses courants imprévisibles et ses vents violents ont dicté les premières chroniques de la navigation, des récits de survie face à une nature impitoyable. Les vagues s'y forment avec une rapidité déconcertante, venant se briser contre un littoral de falaises basses et de plages fugaces, modelé par la marée et le flux constant des eaux glaciales. C'est là, blotti entre le canal de Beagle et la chaîne de montagnes martiales, que repose Ushuaia. Son histoire débute à la fin du XIXe siècle, non pas par la quête de gloire, mais par la construction d'une prison. Autour de ce cœur de pierre et de penne furent tracées les premières routes, érigés les premiers quais, bâties les premières maisons. Les vestiges de ces structures originelles se lisent encore dans le tracé des rues modernes, comme une mémoire gravée dans le sol. La ville s'accroche aux pentes derrière le port, formant un amphithéâtre naturel tourné vers le canal. Les habitations, construites sur d'étroites terrasses, font face aux eaux sombres et le quadrillage des rues devient irrégulier à mesure qu'il s'élève vers les contreforts des montagnes. Lorsque l'hiver impose ses longues nuits, la lumière du jour devient une denrée rare. L'éclairage artificiel prend alors le relais, dessinant les contours de l'activité humaine. Dès le début de l'après-midi, les lampadaires, les installations portuaires et les bâtiments du front de mer percent l'obscurité, des phares dans un océan de pénombre. Le port vit au rythme des pôles. De novembre à mars, une flotte hétéroclite de petits navires d'expédition et de recherche s'aligne le long des quais. C'est la fenêtre de tir pour l'Antarctique. Les équipes logistiques s'affairent, coordonnant les départs au gré de la météo et de l'état de la mer. En dehors de cette période, le trafic se raréfie. Seuls les navires de ravitaillement et de transport local animent les docks. Aujourd'hui, Ushuaia est la porte d'entrée du continent blanc, le point de départ des missions scientifiques et logistiques vers la péninsule antarctique. Plus loin, à la périphérie sud de la ville, serpente une voie ferrée connue sous le nom de train du bout du monde. Son chemin de fer à voie étroite fut construit à l'origine pour transporter des matériaux, le bois de chauffage et surtout les prisonniers de la colonie pénitentiaire. Une partie du tracé originel demeure intacte et le service actuel suit fidèlement cette disposition historique. Le convoi quitte une petite gare à l'orée de la ville et s'enfonce dans une vallée bordée de forêts basses et de zones humides. Les rails longent le pied des Andes fuégiennes, traversant les zones mêmes où les détenus, sous surveillance, abattaient autrefois le bois. Des panneaux discrets marquent les anciens chantiers, témoins silencieux d'un labeur oublié. À mesure que le train progresse vers l'ouest, le terrain s'ouvre sur des clairières, cicatrices laissées par l'exploitation forestière passée. Ici, au bout du monde, chaque parcelle de terre, chaque rail usé par le temps, raconte une histoire de survie et de persévérance. C'est le dialogue incessant entre la volonté humaine et une nature qui jamais ne se soumet tout à fait. Sur les versants, une frontière nette se dessine entre la jeune repousse et la forêt ancienne. L'itinéraire franchit des ponts de bois, épouse les méandres de la rivière et pénètre dans le sanctuaire boisé du parc national de la Terre de Feu. La voie ferrée s'achève près d'un réseau de vallées qui mène directement au passage maritime connu sous le nom de canal Beagle. Ce corridor, partagé entre le Chili et l'Argentine, s'étend sur des eaux dont les 2/3 appartiennent au territoire chilien. Sa rive nord suit les contreforts des Andes, dont les sommets escarpés sont souvent couverts de neige. Au sud, se succèdent des îles boisées et des crêtes rocheuses. Sa profondeur et son orientation en font un passage abrité,
une voie de communication essentielle pour la science et le transport. Les navires quittant Ushuaïa longent de basses falaises et de petits îlots, territoire des otaries à crinière et des otaries à fourrure australe. Les animaux se reposent sur les corniches rocheuses, utilisant les chenaux voisins pour se nourrir. Dans ces mêmes eaux, des forêts de kelp recouvrent les vasières côtières peu profondes, où les plongeurs peuvent observer oursins, étoiles de mer, poulpes et crabes royaux. Sur un îlot, à environ 12 milles de la ville, se dresse le phare Les Éclaireurs. Repère de navigation fondamental, il est souvent confondu avec le phare du bout du monde sur l'île des États, à plus de 100 milles de là. Ce dernier reste une zone d'accès restreint, servant des objectifs scientifiques et militaires. À mi-parcours du canal, l'île Martillo apparaît, abritant une dense colonie de manchots de Magellan qui occupe le sol meuble durant les mois de reproduction, d'octobre à mars. Plus en altitude, près des confins de l'île, les manchots papous ont commencé à nicher. Leurs déplacements répétés creusent d'étroits sentiers entre les nids et la plage. Des brèches dans le chapelet d'îles révèlent des étendues d'eau plus vastes et l'approche de la haute mer. Par temps clair, la silhouette du Cap Horn se dessine à l'horizon. Le promontoire est une crête compacte s'élevant au-dessus de pentes abruptes qui plongent dans l'océan, ne laissant presque aucune place au littoral. Les eaux environnantes rejoignent le passage de Drake, où les vents et la houle règnent en maître. Les archives historiques témoignent des innombrables naufrages survenus dans ce passage lors des tentatives de traversée entre l'Atlantique et le Pacifique. À ce point, plus aucune terre n'interrompt la route vers l'océan austral. Quand le voyage s'achève, la Patagonie demeure, telle une rémanence silencieuse. Lumière sur la roche, vent sur la plaine, et le lointain craquement de la glace. Ces impressions survivent aux lieux eux-mêmes. Une grande partie de cette région reste non cartographiée par l'expérience, encore invisible. Il existe des vallées sans nom, des côtes que peu ont foulées, et des routes qui se poursuivent au-delà de l'horizon. Si votre volonté est d'emprunter ces voies, alors nous vous les révélerons, l'une après l'autre. Le long périple qui vous a mené jusqu'à ce seuil n'était qu'un prélude. Car la véritable destination n'est pas un lieu, mais une succession de choix qui nous définissent.